Bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de me donner la possibilité de vous parler. Je connais bien Colliers, je connais bien Génie Deslieux, je connais aussi Herman Miller, donc je ne m'aventurerai pas du tout sur les terrains de l'aménagement des espaces de travail ou assez peu. Moi, je voulais essayer de faire en sorte qu'on se pose la question ensemble de pourquoi, de quoi on parle. Les quelques wordings, les items qui étaient affichés tout à l'heure posent bien la question. Je vais vous commencer par vous rappeler ce qui se passe en ce moment. Là, pour nous Parisiens, hier, Autolib a arrêté. Il y a quelques mois, GoBiBike a arrêté. 4500 vélos en libre-service, dont 2000 à Paris, 3500 détruits, 1000 volés. End of the story. Je suis président des parents d'élèves du collège de ma fille. Et dernier conseil d'administration, avec un grand sourire et enthousiasme, le proviseur annonçait que l'année prochaine, à la rentrée, grâce au conseil régional, c'est un collège, c'est pourtant le conseil régional, cherchons pas à comprendre, 400 tablettes, des iPads, je suis Samsung, donc je ne sais jamais, allaient être données aux collégiens et que c'était formidable. 400. À Chaptal, où ma fille, il y a 2000 élèves. Hein. Les préparent déjà des trucs, etc. Donc il va y avoir à la rentrée à peu près 2000 ordinateurs dans cet établissement, si on compte ceux des professeurs et ceux des élèves, etc. Dans le dernier bâtiment BNP Paribas dont je me suis occupé, avec 2500 personnes, il y avait exactement 40 personnes pour la maintenance informatique, pour 2500. Devinez combien il y en a à Chaptal? 0. Pas un. Pas une heure de travail dégagé pour faire la maintenance de 2000 ordinateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer Autolib. Enfin, puisque je parle de ma fille, il y a 15 jours, ma fille, sur le trottoir, tout près de chez moi, a été renversée par un adulte en trottinette électrique, qui s'est d'ailleurs pas arrêté pour la ramasser. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on raconte? Qu'est-ce que ça a à voir avec la matinée? Tout. On pourrait s'arrêter là, presque. C'est-à-dire que les bonnes idées, si elles ne sont que des idées qui s'appuient sur des analyses sommaires des comportements, peuvent aboutir à des solutions ou à des projets qui ne sont pas efficients et qui disparaissent. Et on peut en tirer la conclusion, puisque comme ils ont disparu, c'est que le projet était erroné. Ben, ce n'est pas forcément le cas. Entre GoBiBike et Vélib, on aurait pu penser que GoBiBike gagnerait. Parce que les vélos sont plus légers, parce que c'est pas besoin d'abonnement, parce qu'il ne faut pas s'échiner à les accrocher sur une borne, etc., etc. Et pourtant, c'est GoBiBike qui a perdu. Est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion que il faut rester à des bornes, à des vélos lourds, solidement attachés, etc. C'est peut-être pas la réponse. Est-ce que dans 2 ans, quand le prochain proviseur de Chaptal va dire 400 iPads et personne s'en sert, quel gabegie, est-ce que la solution, ce sera de retirer les iPads? C'est ça les questions qu'on pose. Et ce sont les questions dont on a à traiter, parce que toutes ces histoires d'Autolib, Vélib, etc., ce sont les histoires qui sont celles des organisations du travail et des lieux de travail et de leur aménagement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs choses simultanément. Une a été dite, c'est la révolution numérique. C'est qu'aujourd'hui, dans cet objet, il y a plus de puissance informatique que dans un ordinateur d'il y a 20 ans, même qu'il y a 10 ans. Même un très gros ordinateur d'il y a 10 ans. Avec ça, si on a de bons yeux, avec ça, on peut tout faire. On peut travailler à distance, on peut faire des traitements de texte, on peut regarder sa messagerie, on peut traiter des dossiers, on peut les télécharger, on peut les balancer sur une autre plateforme, etc. Et puisqu'il y a ça qui existe, les comportements changent naturellement. Voilà. Kodak a disparu, Leica
grâce à Huawei, ressort de la tombe où il avait déjà un pied, mais les grands fabricants d'appareils photo ont quasiment disparu. Je connais la présidente de Lenovo, je parlais avec elle la semaine dernière. Il y a une vraie révolution industrielle à prendre chez des fabricants et des constructeurs informatiques parce que les comportements changent, on n'achète plus ça. Donc l'élément fondamental, le premier dont on parle, c'est la technologie permet de travailler n'importe où. Anywhere. La technologie permet de travailler n'importe quand, anytime. Et puis la technologie permet de travailler avec différents instruments, donc any device, et donc les Américains ont appelé ça ATAWAD, anytime, anywhere, any device. Ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Cette situation-là, l'évolution de la technologie provoque de la demande et provoque des évolutions de comportement. Ça, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est quelque chose dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Pour en revenir au Vélib, aux Autolib, etc. Comment peut-on justifier à quelqu'un un jour où il n'a pas de réunion de travail, un jour où il a juste à se concentrer sur préparer une intervention, travailler sur des tableurs Excel, finir l'arrêté comptable qui doit être fait pour la fin de semestre, etc., et qui va bosser tout seul toute la journée. Comment peut-on demander à un type, une femme dans cette situation-là, de faire 1 heure de transport alors qu'il peut le faire de chez lui? Ça devient de plus en plus impossible, parce que la personne dit c'est de la vraie perversité de m'obliger à faire 1 heure de transport pour faire quelque chose que je peux faire chez moi. À une condition que nous mettons en mémoire, et dont nous reparlerons tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est chez moi. Donc la technologie fait ça, et la technologie a des impacts, et c'est de là dont il faut partir. Il ne faut pas partir des bâtiments. La technologie change les comportements, et on peut travailler n'importe où, n'importe quand, et certaines personnes ont envie de travailler n'importe où et n'importe quand. Moi, j'aime pas le mot équilibre vie professionnelle, vie travail. Je pense organisation personnelle de sa relation entre le travail et sa vie personnelle. Pas forcément un équilibre. Ça peut être, on peut se satisfaire de déséquilibre aussi à certains moments de sa vie. Ça, c'est le premier point le plus important. Le deuxième point le plus important, c'est la modification des relations interpersonnelles et des relations sociales. Alors, appelons ça génération X, appelons ça génération Y, appelons ça ce qu'on veut. Mais ça commence surtout par Y. Et Y, vous savez, ça s'appelle Y non pas parce que c'est des lettres, mais parce que Y, c'est la représentation physique des écouteurs dans les 2 oreilles avec le fil qui pend. Y, ça vient de là et de rien d'autre. Et donc, on reparle de la technologie. Donc, la génération Y, celle qui se met des écouteurs dans les oreilles, c'est une génération qui a modifié considérablement son rapport à son environnement. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Il passe de quelque chose où on écoute, où on entend, en tout cas ce qui se passe à l'extérieur, à un comportement où on décide ce qu'on entend, et j'entends ce que je me mets dans les oreilles, que ce soit du rap, d'ailleurs Straits ou Monteverdi, on s'en fiche, ou les informations. Mais voilà, je suis dans le métro, je n'entends pas ce qui se passe, je suis dans la rue, je n'entends pas ce qui se passe. Et donc on est dans un comportement qui est illustré par ce Y, qui est celui de l'individualisme. On appelle ça, alors je vais le dire en anglais, parce que tout à l'heure ça va faire plus joli en anglais, on est dans le me. Donc je m'occupe de moi et de mon environnement pour une part décroissante par rapport à ma place. J'ai une place narcissique et sans doute exagérée, mais j'ai une place où je me considère comme au centre d'un dispositif. Évidemment, ça a des conséquences extrêmement observables en matière de comportement. Bon, des tas de pourcentages circulent qui sont tous plus contestables les uns que les autres. Mais nous connaissons tous la réalité du phénomène. La réalité du phénomène, c'est que vous avez une génération de gens que quand ils vous disent qu'ils vont faire quelque chose, ça veut dire qu'ils vont le faire. Puis il y a une autre génération de gens, quand ils vous disent qu'ils vont faire quelque chose, c'est une hypothèse. Et ils sont très troublés qu'une semaine après, vous leur disiez « Ben, t'as pas fait ça ?»« Ben non. Mais tu m'avais dit que tu le ferais. » Ben oui. Et c'est choquant, parce que moi je l'attendais.
Ah oui, mais il fallait me relancer, il fallait me demander de le faire, il fallait me rappeler que je devais le faire, je n'avais pas compris que c'était important pour toi. Alors, on peut dire, c'est du désengagement. Non, c'est pas du désengagement, c'est une manière d'appréhender la relation à son environnement et à l'autre qui est différente, avec laquelle il faut jouer. Et ça, c'est un point important qu'on se met aussi en mémoire, parce que si on n'intègre pas cette prédominance du « mi », quand on fait des organisations qui sont basées sur le collectif, sur le « oui », en anglais « WE », on se gourre. Et la question de l'équilibre, c'est plutôt pour moi la question de l'équilibre entre le « mi » et le « oui », c'est-à-dire entre le « je » et le « nous », et comment cet équilibre-là, on l'intègre d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue managérial et d'un point de vue d'aménagement des espaces. Et comment je travaille, comment je fais travailler et où je travaille. Et cette question-là, elle me semble extrêmement sous-estimée. Plus exactement, moi j'ai l'impression qu'on essaie de donner des réponses universelles et généralisées à des phénomènes d'une complexité inouïe sur lesquels il faudrait faire des segmentations par un micro-paquet de comportements différenciés. Pour ça, quand on me dit « est-ce que vous pensez qu'il faut faire du flex office partout ?» Cette question n'appelle pas de réponse, parce que cette question, pour moi, elle est absurde. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise? Qui sont les collaborateurs de votre entreprise? Comment vous imaginez votre entreprise dans 10 ans? Comment vous imaginez vos collaborateurs dans 10 ans, etc. Donc, 1, la technologie surdétermine tout. 2, il y a la question de l'équilibre du mi au oui. 3, il y a la question de la vision de l'entreprise. Sur la question de la vision de l'entreprise, il faut ouvrir les yeux et arrêter de se raconter des histoires. Là aussi, moi j'entends des généralités effrayantes. On me dit, effrayantes parce que fausses, et donc aboutissant à des préconisations ou à des décisions d'organisation tout aussi fausses. On me dit par exemple, aujourd'hui le rapport de force a changé, ce sont les jeunes qui choisissent leur entreprise, c'est plus l'entreprise qui choisit les jeunes, donc il faut se battre pour attirer les talents. Ouais. Venez à Caen, où j'ai des attaches. Venez voir comme Webel passe des petites annonces pour embaucher des gars sur les call centers de Bac+2. Vous allez voir, 25% de chômage, 40% de chômage des jeunes. Non, les gars qui ont un BTS Action Co, ils ne choisissent pas l'entreprise où ils vont travailler. Les gars qui ont un bac pro, ils ne choisissent pas l'entreprise où ils vont travailler. Ils font la queue pour avoir du boulot. Ah, bien sûr, si vous avez fait l'ESSEC, si vous avez fait ECP, si vous avez fait les mines, si vous avez fait Centrale, bien sûr. Alors, attention à ce qu'on raconte. Quand j'entends les entreprises ou des DRH dire on veut attirer les talents, alors en général ils disent attirer et fidéliser les talents, permettez-moi de couper la phrase en deux, parce que je pense qu'il y a deux choses différentes. Tant attirer les talents, je m'interroge sur la signification sémantique du mot talent. Parce que si par talent on dit Subdeco, HEC, mine, polytechnique, etc., effectivement c'est la guerre pour attirer les talents, des gens de haut niveau, et on va faire des efforts considérables. Mais c'est pas forcément ceux-là qui jouent au baby-foot l'après-midi, figurez-vous. Donc c'est pas forcément la bonne réponse pour attirer ces talents-là que de leur dire qu'il y a un baby-foot dans le hall parce qu'eux ils posent 15 heures par jour. Bon. Et que c'est pas forcément ça dont ils ont envie. Et puis quand j'entends attirer les talents, je peux aussi entendre se débarrasser des autres. Vous savez, il y a une parabole assez connue là, en matière de management et même d'éducation, qui est de dire, voilà, écrivez votre nom avec la main droite. Bon, les gens écrivent avec la main droite, puis après on fait faire aux gens, il y a des coachs qui font ça dans des formations. Écrivez votre nom avec la main gauche. Alors évidemment, sauf les gauchers, excusez-moi, les gens écrivent plus mal de la main gauche leur nom. Alors c'est quoi la solution que dit le coach? Il dit, bah, écoutez, le temps que vous allez passer, l'énergie que vous allez passer pour arriver à écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite est absurde.
Donc n'essayez pas de faire ça. Cultivez ce que vous savez faire, cultivez votre main droite, et puis votre main gauche, si elle n'est pas bonne, ça n'a pas d'importance. Du point de vue individuel, humain, c'est certainement pas faux. Si on traduit ça en termes macroéconomiques, vous allez voir le dégât que ça fait. Je suis manager, j'ai 100 collaborateurs. Et on me dit, il y a ta main droite, c'est ceux qui bossent bien, il y a ta main gauche, c'est ceux qui bossent mal. T'emmerdes pas avec la main gauche. Capitalise sur la main droite. Les talents. Bon. Et donc ça revient, moi je me dis, voilà, c'est ça qui se passe, c'est ça que je vois. Chacun fait ce qu'il veut. Donc la question, elle est, et moi c'est celle que j'ai posée dans les entreprises où je suis allé intervenir, je pense qu'elles aient choisi des solutions de flex ou de pas flex. Je pense par exemple Air France qui a aménagé son siège à Roissy il n'y a pas très longtemps, s'est longuement interrogé sur est-ce qu'on fait du flex office, de l'environnement dynamique ou pas. Ils ont décidé que non. Air Liquide Santé pareil, d'autres également. Évidemment, on n'a pas la même réponse à la question de comment on organise le travail, comment on organise les espaces de travail, selon la vision qu'on a dans l'entreprise de son entreprise dans 10 ans. Donc moi, c'est la première question que je pose et que je dis aux aménageurs, aux autres, que vous devez poser et ne lâchez pas tant qu'on ne vous a pas répondu. Parce que si votre vision de votre entreprise, c'est que dans 10 ans, vous allez passer de 80% de CDI aujourd'hui, 10% de CDD, 10% de sous-traitance. Dans 10 ans, autre chose. Toute l'informatique est sous-traitée, tous les supports sont sous-traités, toute la compta est sous-traitée. Vous avez des sous-traitants qui sont des entreprises ou qui sont des auto-entrepreneurs. Et puis vous avez un cœur d'individus qui sont, 30% de la situation actuelle, qui sont des CDI, qui en plus sont multisites. Un bout à Paris, un bout à Bordeaux, un bout je ne sais pas. Évidemment, vous n'allez pas vous comporter pareil que si vous dites « Bon, ben non, moi je pense que dans 10 ans, ce sera à peu près comme aujourd'hui. » C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que le reste n'a aucune importance si on n'est pas capable de répondre à ça. La question doit se poser Air France quand elle se pose la question de réaménager son siège à Roissy. Et j'en cite parce que j'ai été invité plusieurs fois à participer à des réunions de brainstorming avec eux sur ces sujets-là. Moi, la première question que je leur ai posée, c'est « Pourquoi vous êtes à Roissy ?» On est Air France. On fait des avions, on a une ligne aérienne. Est-ce que le métier d'Air France, c'est le transport aérien? C'est une question. Vous n'allez plus en avion à Lyon. Vous n'allez plus en avion à Marseille, vous n'allez plus en avion à Montpellier, vous n'allez plus en avion à Bordeaux, maintenant. Et puis, demain, ce sera en Allemagne, vous n'irez plus. La Belgique, on n'y va déjà plus. Londres, il faut être un peu... on met vraiment l'avion pour le prendre pour rapport à l'aéroport. Donc, si ça se trouve, l'avenir d'Air France n'est pas le transport aérien, c'est le transport tout court ou la mobilité. Peut-être l'avenir d'Air France, c'est d'être concurrent de la SNCF quand il y aura la privatisation du rail et puis de racheter des compagnies de cars. Et dans ce cas-là, pourquoi garder ce symbole d'avoir son siège sur l'aéroport de Roissy si on veut dire que dans 10 ans, ce sera autre chose? Alors moi, je leur ai posé cette question, ils n'y ont pas répondu parce qu'ils m'ont dit non. On ne sait pas, c'est trop fort comme signal. Oui, mais c'est ça la question. C'est ça la vraie question. Le concurrent de la Société Générale ou de la BNP aujourd'hui, ce n'est pas BNP ou Société Générale, c'est Google. C'est quand demain Google décidera de faire une banque, il y aura la déferlante. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est pas assez rentable. Voilà, c'est tout. Ces boîtes comme Facebook, comme Google, ils ont l'habitude d'avoir des retours à plus de 50%. Quand on leur dit qu'une activité a une rentabilité d'entre 6 et 10, ils disent « Oh là là, non mais vous rigolez, on n'y va pas ». Donc, tant mieux pour les banquiers et les assureurs. Mais c'est ça la question. Et la réponse à la question de demain, Google, Facebook, etc. peuvent faire de la banque ou de l'assurance, c'est de dire, pour une banque ou une assurance, on doit être plus rapide. On ne peut pas dire qu'il faut un meilleur équilibre ou un machin truc. Il faut être plus rapide. Et comment on fait pour être plus rapide? Il faut la technologie, bien entendu, mais il faut aussi des circuits de décision qui soient moindrés. Il faut enlever des étages dans la ligne hiérarchique et il faut des modes de management qui soient différents. Et puisqu'on veut faire ça, puisqu'il faut faire ça, il va falloir organiser les fonctionnements de travail, il va falloir organiser les espaces de manière à les rendre en cohérence avec ça.
Alors, moi je crois que le sujet c'est ça. Quand on pose la question de c'est quoi les aménagements de demain, c'est quoi votre entreprise demain? C'est quoi votre concurrent? C'est quoi vos projets? Et qu'est-ce qui va se passer dans l'équilibre mi-oui de vos salariés? Alors, les choses sont certaines. Le télétravail au sens large, c'est quelque chose qui est devenu incontournable. Aujourd'hui, quand on interroge les salariés dans une entreprise, on leur dit « voulez-vous faire du télétravail ?» Une forte majorité dit oui. Quand on met en place le télétravail, une énorme majorité de ceux qui ont dit oui le font. On va parler de ceux qui n'en font pas. Alors, qui n'en font pas? Les gens dont on parle moins. Il y a ceux, d'abord, qui n'ont pas envie, qui, eux, ne veulent pas équilibre vie privée, vie professionnelle, ils veulent Chinese Wall. Le travail ne rentrera pas chez moi. Alors, je ne sais pas si au boulot, il ne passe pas de coup de fil perso, ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, le travail ne rentrera pas chez moi. Il y a ceux qui disent, et j'en connais personnellement, qui disent « moi, je n'arriverai pas à travailler chez moi ». Ils transposent d'ailleurs assez souvent leur propre vision d'eux-mêmes sur les autres. Ils disent « moi, si je suis chez moi, je ne pourrais pas allumer les infos le midi, pas mettre un fond musical, etc. Et donc ma productivité va diminuer. D'ailleurs, les autres, c'est pareil. C'est pour ça que le télétravail, c'est pas bien. Il y a déjà deux minorités comme ça. Ensuite, moi je dis souvent, attention au télétravail pour les riches, qui est quand même la tendance naturelle, parce que ce sont les dirigeants en général qui prennent ces décisions avec de l'encadrement supérieur, et eux ils disent c'est bien le télétravail, parce qu'ils ont un grand appartement à Paris, ils ont une belle maison à Saint-Cloud, ou je ne sais pas où ils peuvent travailler confortablement. Mais vous savez comme moi que les jeunes gens qu'on embauche en ce moment dans les grandes entreprises à Paris, ils vivent dans 17 mètres carrés. Ou ils vivent à 30 colocs. Ben, je vous assure, je vous donne mon engagement personnel, que quand vous vivez dans 17 mètres carrés, vous n'allez pas bosser chez vous toute la journée, parce que c'est à se flinguer. Et que quand vous êtes en coloc avec deux autres, c'est pas facile non plus. Puis vous avez les gens qui ont des situations familiales où conjoints qui ne travaillent pas, enfants qui sont là, je ne sais pas quoi, c'est pas facile de s'isoler, au moins psychologiquement, de se concentrer sur le travail. Donc attention, quand on dit télétravail, à ne pas faire d'offres qui ne concernent qu'une fraction de la population, qui par ailleurs est la fraction la plus aisée. Parce que si la résultante de dire « chouette, j'ai mis du télétravail », c'est qu'il n'y a que les cadres de plus de 40 ans qui prennent le télétravail, parce que les pas cadres, ils ont des appartements ou des logements qui ne conviennent pas pour travailler, et que les jeunes, ils ont des trucs trop petits, la résultante sociale et la résultante en termes d'engagement, va pas tarder à se manifester. C'est-à-dire, les gars, c'est tout pour eux, quoi. Ils ont organisé un truc du travail pour eux. Bon. Et donc, si on veut quand même faire du télétravail, parce que la demande existe par ailleurs, et que la technologie le permet, et donc la technologie l'exige, il faut trouver une troisième solution entre l'office, le home, alors qu'on appelle les tiers-lieux, au sens large. Tiers-lieux qui peuvent être des espaces de coworking organisés, type Blue Office ou autre, second desk, la publicité pour personne, qui peuvent être le bistrot du coin si vous êtes dans un boulot qui vous permet de travailler au bistrot, ou qui peut être tout à l'inverse, si vous êtes dans une situation d'entreprise qui, soit pour des raisons légales, soit pour des raisons de sécurité interne, ne veulent pas prendre de risques de divulgation d'informations à des concurrents ou à des tiers, vous organisez des lieux appartenant à l'entreprise, des agences bancaires, des agences d'assurance que vous fermez à tour de bras et vous en faites des tiers-lieux. Et vous dites aux gens qui habitent à Cergy-Pontoise que vous avez, qu'au lieu d'aller à Saint-Lazare, au centre de Paris, et bien, au lieu de faire 1 heure de transport, ils font du transport certes, mais ils font 20 minutes parce que vous leur avez collé un truc qui n'est pas très loin de chez eux, où il n'y a que des collaborateurs de l'entreprise qui viennent. Donc ça c'est ma deuxième conviction. Troisième conviction, 1, la technologie, 2, oui, 3, le tripode des lieux de travail, chez soi, boulot, machin.
Une fois qu'on a dit ça, il faut des organisations du travail qui permettent que ça fonctionne. C'est là que vous viennent. Et les organisations de travail qui permettent que ça fonctionne, elles s'appellent management bienveillant ou délégatif ou empowerment, accountability si on veut faire plus savant, c'est-à-dire des managements basés sur plus de délégation et plus de confiance, c'est-à-dire des managements par objectif. Je te donne un truc à faire, on discute ensemble de est-ce que c'est faisable, on discute ensemble de quand tu dois le livrer. Tu dois le livrer vendredi, on est d'accord, je l'attends pour vendredi, entre-temps tu te débrouilles. Alors on dit ça c'est chouette, et la doxa aujourd'hui c'est de dire tout le monde est content parce que les gens veulent plus de responsabilités. Et moi je vous réponds c'est pas vrai. Une partie non négligeable des gens, oui. Oui. Mais une partie non négligeable des gens, eux, ils ont besoin qu'on récompense leur effort, tout autant que leurs résultats. Il y a ceux qui vont dire, tu m'as donné un truc à faire pour vendredi, tiens, le voilà, et en plus il est bien fait. Il y a ceux, c'est encore plus malin, qui se vont dire, tu m'as donné un truc pour vendredi, jeudi midi il est terminé, super, j'ai une journée et demie pour moi, je ne dis rien à personne, c'est cool. Si vous allez jusqu'au bout en termes de management, si vous êtes dans la cohérence réelle, vous devez dire, ok, c'est le deal. Le gars, il fait rien jeudi après-midi et vendredi, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Mais si vous dites ça, attention, vous allez avoir toute une fraction de la population qui va vous dire, c'est pas juste. C'est pas équitable. Parce que moi, j'ai travaillé jusqu'à vendredi soir. Oui, mais t'es plus lent. T'as qu'à travailler plus vite. Est-ce qu'on est prêt à assumer ça en termes de management? Ça, c'est une vraie question que peu d'entreprises savent résoudre. D'ailleurs, pour revenir à l'école, vous avez à l'école. Si vous avez des enfants et que vous avez des bulletins dans les conseils de classe, les gens ils vous parlent d'efforts. Ils vous parlent d'efforts autant que de résultats. Pourrait mieux faire. A de bons résultats, mais pourrait mieux faire. On voit ça même avec des 18 sur 20. Bon, ne tire pas toutes les capacités. Bon. Donc c'est une vraie question morale, éthique, c'est est-ce que je récompense l'effort ou le résultat? Si vous récompensez l'effort, vous êtes mal barré pour faire du management par objectif. Mal. Parce que vous avez tous ces gens d'abord qui vont vous dire mais t'as vu comment je me suis échiné, puis il y a ceux qui ont besoin de parler à d'autres, ceux qui ont besoin de venir vous voir de temps en temps pour dire chef j'en suis à la moitié, est-ce que ça te convient bien avant que j'attaque l'autre moitié, etc. Il y a ceux qui quittent, qui sont bien contents. Bon, c'est pour ça qu'on disait attention aux généralités. Il y a ça. Et puis, le management par objectif s'accompagne le plus souvent de management par projet. Et ça, c'est encore une autre affaire. Le management par projet, c'est quoi? C'est une nouveauté considérable en France. Bon. Si on prend un projet d'aménagement d'un siège, par exemple, pour revenir à nos affaires, on va désigner un chef de projet. Suivant les boîtes, ce chef de projet, il va venir de la direction immobilière, il va venir des directions environnement de travail, des ingénieurs généraux, comme je disais avant, il va venir de la RH. En général, c'est l'un des trois, bon. Suivant les boîtes. Puis ce gars ou cette fille, on va lui donner une équipe projet. Forcément, il y aura des gens de l'immobilier, forcément, il y aura des gens des moyens généraux, forcément, il y aura des gens qui s'occupent des relations sociales, forcément, il y aura des gens qui s'occupent de change management, il y aura de l'informatique, il y aura de la finance, je dois en oublier. Puis, lui ou elle, il sera un généraliste. Quel est le rôle du chef de projet dans un projet? Le chef, il est chef. C'est à lui qu'on rapporte. Mais lui, à qui on rapporte, la compta, il n'y connaît rien. Lui, à qui on rapporte, l'informatique, il n'y connaît rien. Lui, à qui on rapporte, le juridique, il n'y connaît rien. Et de la manière dont vous avez rédigé le bail, si vous êtes un juriste, vous pouvez lui dire, il ciselé au millimètre le bail que je t'ai fait, il s'en fout, il ne le lira même pas. Et donc, on est dans une situation tout à fait nouvelle où le manager a comme rôle d'impulser, de négocier les moyens, et puis de vérifier si les livrables sont faits en temps et dans le budget. Mais vous n'avez plus le manager expert. C'est-à-dire moi, juriste, pour revenir au bail, je ne vais pas pouvoir me dandiner auprès du chef juriste pour dire « T'as vu, c'est le plus beau bail du monde, c'est moi qui l'ai fait. » Parce que l'autre va dire « Moi, je ne comprends rien. »
L'autre ne va pas vous dire, moi informaticien, tu as vu, un informaticien de base, il t'aurait fait 40 000 lignes de code, moi je l'ai fait en 20 000, tu as vu comme c'est chouette? Je ne vois pas la différence. Et donc ça change terriblement la relation entre le manager et le manager. Non seulement du point de vue du manager, qui doit apprendre à manager des gens qui font des trucs qu'il ne comprend pas et qui sont plus compétents que lui dans un domaine donné, ce qui n'est pas la tradition française, et du point de vue du manager, qui se trouve perplexe à essayer d'expliquer à quelqu'un qu'il a fait un truc formidable, et l'autre dit, non seulement il ne comprend rien, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que tu l'aies fait dans les temps. J'espère bien que c'est cohérent, compétent, et que c'est de bonne qualité. Parce que moi, je ne suis pas apte à juger. Et comme je ne suis pas apte à juger, c'est ta responsabilité. Et donc la question de la relation entre le manager et le manager sur la question de la responsabilité change du tout au tout. Tout le monde veut des responsabilités. You're kidding? Avoir des responsabilités, c'est ça. C'est dire, moi je suis juriste dans une équipe dirigée par un gars qui vient de la RH, et le gars me dit, le bail que tu fais, c'est pas moi le responsable parce que j'y connais rien. C'est toi. Si le truc a merdé, c'est toi. C'est toi qui as responsabilité, pas moi, toi. Le chef n'est plus responsable de la qualité du livrable. C'est le manager qui l'est. Tout le monde est d'accord avec ça? Non. Bien sûr que non. Donc ça ne peut pas s'appliquer partout. Donc, on en vient à la question de comment aménager les espaces. On voit bien qu'en disant tout ça, je ne veux pas trop dépasser le temps, on ne peut pas arriver à des solutions univoques en matière d'aménagement des espaces. Il y a des organisations, il y a des types d'entreprises où on va pouvoir effectivement, parce qu'on est à même de mettre du management par projet, du management par objectif, de la délégation, on est à même de faire du travail en multisite, et que le multisite il soit géographiquement très dispersé ou géographiquement concentré dans un immeuble en flex office, c'est la même chose. Moi je ne vois pas une différence. Et puis il y a des organisations où non. Et naturellement, c'est dans ce sens-là que ça se passe, et pas autrement. Faut-il faire du flex office? Si tout ce qu'on a dit avant, vous avez les réponses, peut-être que c'est la solution adaptée. Si vous n'avez pas les réponses à toutes les questions qu'on a posées avant, commencez pas le projet, parce que le projet il ne va pas durer. Parce que le but n'est pas d'obliger le comptable, quand on a positionné la zone de référence de la comptabilité au 2e étage, et obliger un comptable individuellement tous les 4 matins à aller s'installer au 4e parce qu'on est au flex office. S'il n'a pas besoin de le faire, si le gars il n'est jamais dans des équipes projet. Voilà. Donc, il faut, en revanche, que les aménagements de travail soient en conformité avec les différentes séquences qu'on a. Alors, les séquences, ça existe. Ça existe même dans les organisations traditionnelles. C'est-à-dire on ne fait pas la même chose toute la journée. Les sociologues du travail, et Herman Miller aux États-Unis a fait une excellente étude là-dessus il y a quelques années, ils disent on fait une dizaine de choses dans la journée. Alors certains disent 12, suivant qu'on compte, je dis même du chef à la cafétéria comme une action ou pas, on en rajoute. Mais on prépare des réunions, on fait des réunions, on débriefe les réunions, on écrit des notes, on répond à des mails, on répond à des téléphones, on a des web calls, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc on a des choses qui peuvent se faire tout seul, des choses qui doivent se faire à 2, des choses qui doivent se faire à 3, 4, et des choses qui se font à plein. Donc il faut des espaces dans l'immeuble qui permettent ça. Moi ce que je prends souvent comme analogie, c'est la maison. À la maison, pour ceux qui ne sont pas dans un studio de 17 mètres carrés dont je parlais tout à l'heure, vous avez une chambre à coucher, une cuisine, un salon, puis c'est rare si vous avez une chambre à coucher que vous alliez dormir dans la cuisine. Vous êtes fâché avec votre conjoint peut-être, mais de manière usuelle, non. Bon. Et donc, vous allez dormir dans votre chambre, vous mangez, vous faites la cuisine dans la cuisine, vous regardez la télé dans la chambre. Tout ce qu'on demande dans les aménagements de travail au bureau, c'est qu'on ne soit plus assigné à résidence et toute la journée d'être assis sur le même bench, dans le même open space, quoi, quelle que soit l'action qu'on fait. Il faut, comme à la maison, il y a une cuisine, une chambre, un salon, il faut qu'au travail, il y ait des espaces différenciés qui soient particulièrement adaptés à chacune des séquences. Ça, c'est l'environnement qui va donner envie aux gens de bouger, et pas le coup de sifflet qui est de dire on va faire du flex office, comme ça les gens ils vont être obligés de se mélanger et comme ça ils vont travailler ensemble. Ben non. C'est comme si vous disiez les gens dans le métro ils se connaissent. C'est exactement la même chose.
On a inventé le métro, parce que des gens, vous savez, des gens d'origine sociale très différente et dans un environnement de travail, ils se côtoient dans le métro 2 heures par jour. Donc ils vont se connaître, ça crée du lien social. On voit bien que c'est une blague. Donc quand vous dites, je vais aménager mon office, comme ça le comptable il va s'asseoir à côté du marketeur, donc ils vont parler, c'est exactement la même blague. Si l'organisation du travail, elle n'est pas faite pour que ça fonctionne comme ça, ils ne le feront pas, bien évidemment. C'est comme les histoires d'appli, je ne sais plus comment elle s'appelle cette appli, pour inviter des gens à aller manger à la cantine le midi. Je sais plus, elle a fait fureur il y a 5 ans cette appli. J'ai rien contre cette appli, le gars qui l'a inventé, il a tout la fille, c'est une fille en l'occurrence, l'a vendu, tant mieux pour elle. Mais vous vous rendez compte la vision de l'entreprise et des gens qu'il faut avoir? C'est-à-dire, je suis tellement seul que je me dis, putain, avec qui j'ai mangé aujourd'hui? D'abord, je ne peux pas manger tout seul, parce que je ne supporte pas d'être tout seul, puis l'idée de bouquiner tout seul, ou l'idée de me promener pour regarder les petits oiseaux et les arbres dans la rue, no way, il faut que je sois obligatoirement avec quelqu'un. Donc comme je dois être obligatoirement avec quelqu'un, et que je ne connais personne, j'ai pas des potes qui vont me dire, qui m'envoient des SMS, qu'est-ce que tu fais ce midi? Je ne sais pas avec qui je vais manger, mais désespérément, il faut que je mange avec quelqu'un, donc vous vous rendez compte le truc, qui montre bien l'inanité et l'illusion de penser que les structures vont créer du lien, puisqu'on en est ça. Donc voilà, moi, ce que je veux dire. Je veux dire, attention à ne pas renverser toute la logique de la démonstration. Elle a été longue, mais je pense que c'était nécessaire. Les gens qui vous disent, on va faire du flex office parce que ça va changer les comportements, soit mentent, soit se trompent. C'est l'inverse. Ce n'est pas la structure immobilière et la structure d'aménagement qui va changer les comportements. C'est parce que vous êtes capable, sur la durée, de faire changer les comportements, que vous pouvez imaginer que changer les espaces va renforcer l'action que vous mettez en place. Voilà ce que je veux dire.